le premier constat, c'est que c'est des lois médiocres. Pas passables. C'est des lois médiocres. Ces lois ne peuvent pas rendre service aux Camerounais tel que souhaité. Ça, c'est d'abord la première limite. Chers confrères, souvenez-vous, pour implémenter ces 3 lois déjà médiocres, il fallait 32 décrets d'application. Pardon? 32 décrets d'application. Pour implémenter ces 3 lois médiocres pour la décentralisation, il fallait que le président de la République, il faut que le président de la République, à date, ait signé 32 décrets d'application. Au moment où je vous parle, ils n'ont pas encore signé 11 décrets d'application. Moi, j'aime faire de la pratique. Voyez un peu, pour mettre du sable de la Poselane à la sortie ouest de Douala pour aller à l'ouest, il faut que le ministre des Travaux publics soit sur les lieux pour qu'on déverse le sable, pour qu'on déverse la Poselane. C'est parce qu'il n'y a personne, de par la loi, sur la sphère région du littoral, pour le faire de façon linéaire. Parce qu'il manque ces 32 décrets d'application. Parce qu'il manque ces 32 décrets d'application. Deuxième cas, moi j'aime les cas. Pour des raisons politiques, ils nous ont fait savoir que pour partir du rond-point à Bonamoussadi, on ne viendra plus dans l'embouteillage, soit rond-point des dos. On va faire le runabout qui côtoie la mer. Ils ont confié le marché à leurs amis chinois. Quand vous êtes à Bonamoussadi, il y a la grosse plaque qui dit que les travaux ont commencé en 2024 et la durée de vie c'est 24 mois. Au moment où je vous parle, allez là-bas. Nous on a un ami chinois qui exploite la carrière au fond. C'est lui qui est en train de verser les déchets de sable que lui n'a pas pu vendre pour permettre à toute la population d'entrer dans 2 heures. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, quand vous prenez le maire de la ville, troisième cas, moi j'aime la casuistique. Ça dépasse son entendement. C'est d'abord un autochtone, c'est-à-dire il est chez lui. Il ne peut pas dire, comme on dit au quartier, ah, ça ne me concerne pas. Il doit développer le chez lui. Il n'a pas ce pouvoir. Parce que les 32 décrets ne lui permettent pas d'avoir les mains libres. S'il a réussi à négocier le crédit pour déposer les pavés tels que vous voyez, ce n'est pas payé. Les sociétés qui vont venir placer, il faut le nécessaire. Comme disait l'autre, il faut l'argent. Il n'a pas le pouvoir sur cela. Et vous croyez que c'est le choix de la période qui le dépasse? C'est son trajet. Hein? Il passe là de lundi à lundi, du matin au soir. C'est son trajet. Ce n'est pas qu'il habite Bonapriso, ce n'est pas qu'il habite Bonanjo. Il traverse là chaque jour, il vit les mêmes difficultés. Vous croyez qu'il ne savait pas qu'il pouvait faire ça pendant les périodes de vacances? C'est parce qu'il n'a pas la loi, il n'a pas les mains libres, il n'a pas le nécessaire. En tout cas, la machine est grippée. Ceux qui sont aux affaires là, ils ne peuvent pas. Merci. Le constat qui se dégage, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement a lamentablement échoué dans l'implémentation de la gouvernance urbaine dans notre pays. Parce qu'en réalité, vous faites cas du communiqué du maire de la ville, en fait du point de presse du maire de la ville, mais le problème est plus important que ça, parce qu'en réalité, nous autres, nous nous demandons si ce maire de la ville a des réels pouvoirs dans la conduite des travaux de cette nature. Mais c'est lui qui annonce le début des travaux. Oui, mais sauf que lorsque... Les travaux ne commencent pas. Vous savez, il faut interroger, j'allais dire, la législation en vigueur pour tirer les conclusions sur cette question. Parce qu'en réalité, lorsque vous lisez les textes, vous avez l'impression que tout a été mis entre les mains du ministre de l'Habitat et du développement urbain. Parce que lorsque vous voyez par exemple la loi qui organise ce ministère, c'est la loi numéro 2012
308 du 14 septembre 2012 qui porte organisation du ministère de l'Habitat des Voies urbains. Vous allez vous rendre compte que la planification urbaine, l'aménagement urbain, le drainage dans la ville, même la gestion des ordures ménagères relève de ce ministère. C'est la vérité. Et nous, ça nous pose un problème. Parce que vous le savez très bien, Duval. Lorsque vous regardez la Constitution, lorsque vous lisez la Constitution de 96, la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996, lorsque vous lisez les 3 lois, parce qu'il y a 3 lois qui ont été votées en 2004. La première loi, c'est la loi numéro 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation au Cameroun. Dans la foulée, il y a une deuxième loi. C'est la loi numéro 2004/018 du 22 juillet 2004 portant, portant règles applicables aux mairies, aux communes. Il y a une troisième loi. C'est la loi numéro 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions. Il y a ces lois qui ont été votées en 2004. Ça veut dire quoi? Et lorsqu'on prend ces 3 lois, c'était des lois qui posaient véritablement les bases de la décentralisation au Cameroun. Ils donnaient les réels pouvoirs aux collectivités territoriales décentralisées de prendre en main la conduite de la gestion urbaine, sur le plan de l'aménagement, sur le plan du drainage, sur le plan de la planification, sur le plan de la structuration même des villes. Mais curieusement, 8 ans après, en 2012, on a repris le pouvoir qu'on donnait aux mairies pour redonner au ministère de l'Habitat. C'est justement à ce niveau qu'il y a problème. Parce que justement, lorsque le délégué, le maire de la ville fait sa sortie, tout le monde, moi personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'on doit le laisser travailler. Moi, j'ai vécu quelque chose de terrible. Moi, je suis dans la zone de PK17. Vous savez, avec la route qui faisait problème, en fait, les travaux sont en train d'être réalisés là-bas aujourd'hui. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, lorsque la situation était vraiment catastrophique dans cette zone, le maire de la ville voulait engager les travaux. Je me rappelle qu'il avait mis une plaque. Il voulait engager les travaux. Quelques jours, 3-4 jours après, le ministre des Travaux publics est venu mettre sa plaque pour lancer les mêmes travaux. Vous voyez, ça crée une espèce de télescopage au niveau de l'État et des collectivités territoriales décentralisées. Pour nous autres, pour que le problème des voiries soit véritablement réglé dans notre pays, il faut qu'on clarifie la situation et qu'on implémente véritablement la décentralisation en donnant plein pouvoir aux collectivités territoriales décentralisées de gérer notre voirie urbaine. Camerounais, lorsque les gens travaillent, il faut dire qu'on travaille. Vous demandez les responsabilités. Lorsque vous les prendrez, il faudra travailler. Et le gouvernement travaille. Duval, sur ta question par rapport à ce que oui, comment on fait? J'étais à Yaoundé hier. C'est ce que j'ai vu à Yaoundé hier. Je suis super loin, on se plaint. Mais Yaoundé, c'est impossible. Mais je n'entends aucune voix. Lorsque je parle à Yaoundé, déjà, il y a les inondations, on va y arriver. Non, je parle des embouteillages. Je parle des embouteillages. J'étais à Yaoundé hier. Impossible de passer par la Cité Verte. Impossible de passer par Mvoli. Impossible de passer par Mokolo. Impossible. Mais les gens ne crient pas. Pourquoi? Parce que les citoyens sont formés, sont sensibilisés, sont éduqués. L'éducation? L'éducation, c'est quoi? C'est que c'est le mal. L'éducation à Douala, c'est le mal qui chasse le mal. On est délinquants, c'est ça? C'est le mal qui chasse le mal. C'est-à-dire, c'est un mal pour un bien. Qu'est-ce que les citoyens de Douala attendent? C'est la fluidification du trafic. Qu'est-ce que les gens de la pénétrante ouest attendent? C'est la fluidification du trafic. Est-ce qu'on est en train de travailler? Oui. Si on travaille, vous devez en souffrir. Ce qu'il y a, et je serai d'accord avec vous, si vous dites que, par exemple, les voies de contournement n'ont pas été faites. Elles ont été faites, mais elles sont peut-être en quantité insuffisante. Et ça, nous comprenons que le gouvernement doit davantage travailler sur ce terrain. Mais dire ici que, et moi je pense que mon confrère là-dessus s'est un peu trompé aussi, parce qu'un ministère ne se crée pas par une loi. Un ministère, c'est le décret. Puisque, par exemple, il prend aujourd'hui un décret. Il dit que j'ai dissous le ministère de ceci, il condense tout dans un ministère, il prend un décret dans un ministre. Il le fait tous les jours. C'est le décret qui fait le ministère au Cameroun. D'ailleurs, le décret du 9 décembre 2011, avant le décret 2011-409, 408, tout ça, 410, tout ça, il avait pris des décrets pour créer des nouveaux ministères et dissoudre certains au sein des autres. C'est des décrets. Et après, il a pris un décret, il a nommé les ministres.
Le 9 décembre 2011, c'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que vous êtes en train Donc de quand vous conclure? suivez le journal de Est-ce que vous 20 heures êtes en train ce de jour-là, conclure? ça avait commencé par les décrets créant des ministères ou supprimant certains ministères, ensuite le décret portant nomination des ministres. Est-ce que vous êtes en train de conclure qu'il n'y a donc pas de confusion entre le ministère du développement urbain et de l'habitat C'est ce que je dis. et la mairie de la ville? C'est ce que je dis. Et que les fonctions et les rôles sont bien distincts. C'est ce que je dis. Alors, Excusez-moi, Oui. excusez-moi, parce que ce que vous voulez vous dire, c'est créer une confusion dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. Les rôles sont, si vous voulez, complémentaires. Lorsqu'il parle de la route, il a parlé de la mairie de la ville qui voulait faire la route. C'est une route nationale, c'est le ministère des Travaux publics. C'est pourquoi le ministre allait la faire. Le ministère de l'Habitat, j'étais dans sa voiture, je peux me le dire, on était au niveau de Guinness. Quand on a créé ce ministère, on a pris un texte. Il y avait un de ses clients qui avait une détresse ce jour-là, je lui dirai après l'émission. Et j'étais avec lui. Dans sa voiture, il met le transistor. Le transistor dit, le président de la République a créé le ministère de l'Habitat et de l'Emploi humain. On explique dans la circulaire qui accompagne que la priorité, c'est l'habitat. Parce que, et le texte même de la circulaire explique que le président de la République, en mettant en place le ministère de l'Habitat, veut éviter les détournements de fonds. Parce qu'il veut que chaque Camerounais puisse avoir un logement social pour que désormais les gens les détournent pour aller construire les immeubles partout. C'est pourquoi ce ministère, ce n'est pas le ministère de l'Habitat, c'est le ministère de l'Habitat et du Développement humain. Ils ont priorisé en réalité l'habitat social. Donc, lorsque vous lisez la circulaire qui accompagne ces décrets, vous comprenez très bien que l'objectif, c'était d'abord l'habitat social. Et depuis que ce ministère a été mis en place, chacun peut voir dans nos villes beaucoup de logements sociaux qui ont été construits. Ce ne sera jamais en quantité suffisante. Parce qu'une nation se construit sur la durée. Une nation se construit sur le temps. Comme même une carrière se construit sur la durée. Comme même une vie, même dans une profession, se construit sur la durée. Et on respecte tous les anciens parce que justement, les anciens, ils ont au moins un avantage que vous n'avez pas. Et au sujet des embouteillages, au sujet des inondations à Yaoundé, parce qu'on a vu cette semaine encore, avec les fortes pluies qui sont tombées, l'avenue Kennedy et bien d'autres quartiers étaient noyés. Effectivement, Yaoundé est en chantier. Finalement, c'est comme une sorte de malédiction à Yaoundé. Non, Yaoundé est en chantier. Tous les ans, c'est pratiquement la même chose. Même à Douala, c'était comme ça, mais on a déjà travaillé. Vous êtes témoin que cette année, quand même, à Douala, on n'a pas trop parlé d'inondation. Parce qu'effectivement, le projet a été implémenté par l'actuel maire de la ville. Et jusqu'aujourd'hui, on travaille pour le curage des drains. À Douala, cette année, il a beaucoup plu. Mais si vous voyez, il n'a pas eu beaucoup d'impact, puisque même vous, parce que je sais qu'au-delà des images, vous rendez compte. Vous n'avez pas suffisamment rendu compte, ou bien vous n'avez pas rendu compte d'une quelconque inondation de la ville de Douala. C'est parce que justement, les travaux de drainage de la ville de Douala, qui étaient restés en projet, sont en train d'être implémentés par le maire actuel de la ville. Donc un travail a été fait à Douala. J'étais à Yaoundé hier, je suis rentré très tard d'ailleurs. Je présentais encore mes condoléances à celui pour qui je voyais qui avait perdu son épouse. Je lui souhaite beaucoup de courage. Je crois que mes confrères savent de qui je vais parler. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, n'allons pas ici faire en sorte que les administrations qui doivent travailler à titre complémentaire trouvent qu'il y a entre ces administrations plutôt des questions de conflit de compétences. Non. C'est qu'en réalité, les administrations se complètent. C'est comme le TGI, le TPI, le tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance. Ce sont des juridictions qui sont complètes avec des compétences qui sont pratiquement les mêmes. Je voudrais rappeler, Maître, au sujet de la réhabilitation du réseau routier, oui. Il y a eu une sortie de l'ingénieur de l'État oui. En fin de semaine qui a donné un certain nombre d'indicateurs sur les travaux qui sont menés. Oui. Dans ce sens-là, on a appris par exemple qu'il y a une vingtaine, on va dire une trentaine de marchés qui ont été résiliés. Et il indique que parfois ce sont des entreprises qui n'ont pas la capacité technique nécessaire. On se rend compte qu'ils commencent à travailler et puis après ça n'avance pas. On est obligé de leur retirer le marché. Il a également indiqué que l'autre problème qui fait traîner le projet de construction ou de réhabilitation du réseau routier, c'est l'insécurité dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Oui. Mais il n'a pas manqué de souligner les difficultés de trésorerie en indiquant qu'il manque, on n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir faire les travaux. Je l'ai écouté, il est allé même plus loin. Il a parlé de la mutualisation des efforts. Ouais. Il a dit que parfois il mutualise entre le fonds routier et le budget de l'État pour réaliser certains travaux. Ouais. Et je l'ai trouvé, franchement, je l'ai trouvé très brillant dans les explications. Parce que je l'ai écouté, le ministre des Travaux publics. Je l'ai écouté et il est même parti jusqu'à expliquer en réalité ce que l'État recherche. En expliquant qu'au départ au Cameroun, on lutte contre l'exode rural. C'est pourquoi on a priorisé l'arrière-pays. Parce qu'en réalité, au Cameroun, on se plaint beaucoup de ce que les routes principales, c'est-à-dire celles sur lesquelles nous passons tous les jours, ont des difficultés. Mais lorsqu'il explique, vous voyez que dans l'arrière-pays, il a beaucoup travaillé. Il allait jusqu'à parler même du pont Accro. J'avais parlé de ça ici à une émission qui a été les ponts qui ont été réalisés dans certaines zones pour sortir. Parce que, comme vous savez,
La lutte contre l'exode rural, en réalité, participe de quoi? C'est qu'on veut prioriser le secteur primaire, le secteur de l'agriculture, les secteurs de l'agriculture et l'élevage. Parce qu'on se dit que lorsque les personnes travaillent dans l'arrière-pays, il faut pouvoir sortir les productions par des routes qui sont bien faites. Donc on a priorisé ces routes secondaires pour permettre aux citoyens, ou alors aux personnes qui vivent dans les zones reculées, d'y rester pour produire et approvisionner les grandes villes. Je pense qu'il a indiqué que dans les prochains jours, il a même évoqué les routes de Garoua, Gaoundéré, il a évoqué un certain nombre de grandes routes et il a bien expliqué le rôle même des administrations. Il a dit qu'il attendait des maires, que les maires, il n'a pas eu d'administration de proximité. C'était un vocabulaire que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il était au point dans cette conférence de presse. Alors, je voudrais dans la même veine rappeler que le ministre Ganoudou Messi a indiqué qu'il n'y a pas de résultats sans moyens financiers adéquats. Il a indiqué que sans entreprise aux capacités techniques réelles, on ne peut pas réussir. Mais ce qui a également retenu notre attention dans cette sortie, c'est qu'il dit que vous pouvez partir de Yaoundé jusqu'à Enugu, au Nigeria, en passant par Bafoussa, tout comme on peut partir de Yaoundé jusqu'à Ouesso, je crois, au Congo. Mais c'est vrai, non? En passant par Brazzaville. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'il a fait remarquer, et je crois que ça fait sourire les journalistes dans la salle, que certains récupèrent les images des routes des pays voisins et les présentent comme étant les routes du Cameroun. Et donc, quand ça vous fait sourire aussi. Oui, ça fait sourire. Alors, sur la question des routes de façon globale, puisque là on parle des routes, les routes nationales qui sont, qui relèvent de la compétence de l'ingénieur de l'État, il y a maintenant les routes urbaines. Maître Tegem estime qu'il n'y a pas de conflit de compétences. C'est pas comme s'il y avait une institution qui marchait sur les plates-bandes d'une autre et qu'en réalité le problème doit se situer ailleurs. Il y a peut-être un problème de moyens financiers et qui ne permet pas de pouvoir réhabiliter le réseau routier à temps. Maintenant, sur la question des embouteillages, je crois qu'il ne m'a pas encore convaincu parce que les élèves recommencent l'école demain. Il faut bien trouver un moyen pour arriver à l'école à l'heure. Oui, tout à fait. Je commence par souhaiter une bonne rentrée scolaire aux élèves et aux enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Je souhaite également une bonne rentrée scolaire aux parents d'élèves, parce que les parents d'élèves vivent une situation de stress permanent depuis qu'ils savent que la rentrée scolaire devait arriver. C'est pas facile. Acheter tout le matériel des enfants pour l'école, apprêter tout ce qu'il faut pour s'assurer que les enfants vont à l'école dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que j'ai parlé de stress et je leur souhaite beaucoup de courage. J'ai dit beaucoup de courage aux parents d'élèves. Maintenant, par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure, je ne suis pas totalement d'accord avec Maître Georges Tegem, notamment sur l'aspect du conflit de compétences. C'est une réalité sur le terrain. Il y a conflit. Il y a conflit entre les maires de la ville et les autres acteurs, notamment l'ingénieur des travaux. Il y a conflit de compétences aussi lorsque l'on se rend compte que le maire de la ville et les maires des communes ont des compétences qui se chevauchent aussi. Et cela pose un problème. Il faut que cela soit éclairci. Et je ne suis pas certain, je ne suis pas d'accord avec M. Tegem qui dit que la dernière loi a permis de clarifier la situation. Non. Il faut dire que, j'ai dit, je suis dans la réalité, dans la pratique, sur le terrain. Il y a toujours conflit entre l'ingénieur des travaux, qui est le ministre, n'est-ce pas, des travaux publics et les maires de ville. L'ingénieur de l'État. L'ingénieur de l'État. Et entre le maire et les maires des communes d'arrondissement. C'est une réalité que nous vivons chaque jour et nous faisons des reportages chaque fois et nous donnons la parole aux différents acteurs. Et pourtant, l'ingénieur de l'État, justement, dans cette sortie dont on parlait tout à l'heure avec M. Tegem, indique qu'au niveau de la décentralisation, ça avance. Il dit avoir justement alloué un certain nombre de fonds, non seulement aux régions, mais aux communes pour justement ces routes-là. Lorsqu'il a parlé par exemple des routes régionales, oui. Il a parlé de 18 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés en faveur justement des régions. Il a parlé des routes communales, entre autres, pour lesquelles on a mobilisé l'argent comme pour dire qu'effectivement il y a des fonds qui ont été transférés à ces collectivités territoriales décentralisées pour pouvoir réhabiliter justement le réseau routier au niveau de ces circonscriptions. C'est une très bonne question. Vous permettez de mettre le doigt dans la plaie. Combien a-t-on promis aux collectivités territoriales décentralisées? 15% du budget de l'État.
Aujourd'hui, ils ont à peine 5%. À peine 5% arrivent effectivement aux collectivités territoriales décentralisées pour mener à bien leur mission. Donc, les moyens sont largement insuffisants pour les collectivités territoriales décentralisées. Les moyens nécessaires qui leur permettraient, les ressources financières notamment, qui leur permettraient de mener à bien leur mission. Et cela fait en sorte que le travail est médiocre. C'est-à-dire pour les meilleurs maires qui travaillent dans nos agglomérations, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs conseils municipaux. Ils n'ont pas les moyens. Maintenant, il faut ajouter autre chose, c'est que avec ce problème du réseau routier, que ce soit sur le plan national ou alors sur le plan régional ou communal, outre les questions d'insuffisance financière, il y a globalement il y a un problème de gouvernance. Parce que je pense que la décentralisation, telle que ça a été élaboré et en voie d'implémentation, elle aurait pu être effective effectivement si les acteurs impliqués, notamment ceux qui sont à la tête de la chaîne, c'est-à-dire ceux qui sont censés donner le ton, je parle du gouvernement, je pense au ministère chargé de la décentralisation, s'ils pouvaient écouter, je dis écouter, je ne parle pas d'autre chose, écouter les doléances qui viennent des communes, les doléances qui viennent des régions, s'ils pouvaient être soutenus par le Sénat. Et je rappelle que lorsque il y a eu des débats dans les années 90, notamment la tripartite, la nécessité d'avoir un Sénat, ce n'était pas pour avoir des sénateurs qui jouent seulement le rôle des députés, des parlementaires. Parce que nous avons des sénateurs, en réalité, qui se comportent exclusivement comme des députés de l'Assemblée nationale. Or, leur mission principale, c'était de servir de relais pour les doléances, les récriminations des collectivités territoriales décentralisées. Je n'ai même pas l'impression qu'il y a quelque part des rencontres entre les responsables des collectivités territoriales décentralisées et les sénateurs. Il devrait y avoir des réflexions, des rencontres entre les responsables des collectivités territoriales décentralisées et les sénateurs qui sont censés répercuter leurs doléances et faire en sorte qu'ils appliquent. C'est-à-dire qu'on leur dote de tous les moyens nécessaires pour réaliser bien leur mission. Alors Maître Simon Serge-Kakak, lorsque vous suivez cette sortie du ministre des Travaux publics, peut-être qu'il faut interroger le timing. Est-ce que c'est lié au fait que depuis plusieurs semaines maintenant, on dénonce le piteux état du réseau routier national? Est-ce qu'il faut faire un lien avec la campagne électorale qui se prépare? Est-ce que le ministre est en campagne? Duval, avant de répondre spécifiquement à cette question, je vais un peu rebondir à ce que disait... En 30 secondes. Non, pas en 30 secondes. En 30 secondes, puisqu'on a beaucoup d'autres sujets. Si vous devez rebondir tout le temps, vous... Duval, je n'ai même rien dit. Il a beaucoup parlé, il a dit beaucoup de choses. Il faut qu'on réponde. Il a dit beaucoup de choses. Parce que là, nous parlons d'une situation qui préoccupe les Camerounais. Vous savez, j'ai le sentiment, à écouter mon confrère, qu'on ne vit pas dans le même pays. Ou bien, lui n'est pas un homme de terrain comme moi. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que ce qu'il semble nous décrire là, parce qu'il a dit par exemple que la loi de 2019, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, la loi c'est ce qu'on appelle le Code général des collectivités territoriales décentralisées est venu régler tous les problèmes. Non. Ce code n'a pas réglé les incongruités qu'on trouve dans les décrets qui organisent... Dans les 32 décrets. Non, les décrets même qui organisent les ministères. Parce qu'il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. Lorsque vous parlez du problème de la planification relève de quel ministère? C'est le ministère de l'économie, de la planification, de l'aménagement du territoire. Oui. En réalité, si nous étions dans une bonne gouvernance, c'est ce ministère qui devait être maître d'ouvrage de tous ces travaux. Pas le ministre des Travaux publics. Le ministre des Travaux publics devait plutôt avoir la maîtrise d'œuvre en tant qu'ingénieur de l'État. L'ingénieur de l'État ne peut pas être maître d'ouvrage. On voit partout là, toutes nos routes nationales là, on voit la plaque, on dit maître d'ouvrage, ministre des Travaux publics. C'est une incongruité. L'ingénieur de l'État ne peut pas être maître d'ouvrage. Il doit être maître d'œuvre. C'est une incongruité. C'est pour ça que justement, nous autres, nous pensons, ça, je le dis la main sur le cœur, qu'il faut, c'est-à-dire lorsque nous voyons
tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui au niveau de toutes les villes. Parce que quand vous parlez de Douala et de Yaoundé, moi je vous dis toutes les villes. Cette semaine, si j'étais chez moi à Ezeka, il n'y a plus une seule route. Il n'y a plus une seule route à Ezeka. Allez à Edea à côté, il n'y a plus une seule route. À l'intérieur de la ville d'Edea. Et partout au Cameroun aujourd'hui, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer de paradigme. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut rentrer au paradigme des années 60. Où il y avait ce qu'on appelait à l'époque les plans quinquennaux, parce que le déploiement était effectivement planifié. Et lorsqu'on planifie ce développement, c'est le ministère de l'économie, de la planification, l'aménagement du territoire qui doit être au cœur des actions. L'ingénieur de l'État a dit qu'il y a un fonds routier de deuxième génération qui sera une solution en matière. Non, je continue à dire Duvage. Moi, je dis ceci. Le ministre des Travaux publics ne peut pas parler objectivement étant dans la posture de maître d'ouvrage. Vous comprenez? C'est pas, il doit lui donner les aspects techniques. Parce qu'il est l'ingénieur. L'ingénieur ne parle pas de l'ouvrage, il parle plutôt de... Il contrôle les travaux. Oui. Maintenant, ce que vous voulez dire pour chuter. Georges a dit quelque chose de vrai. Ça, je profite de cette tribune pour le dire. Que les travaux sont effectivement sont réalisés en ce moment sur l'axe PK21, PK14, PK17, PK21 et consorts. Mais sauf que là également, nous ne sommes pas entièrement satisfaits. Parce que ce qui se passe, peut-être, lui ne le savait pas. Peut-être lui ne le sait pas. On a décidé de faire deux voies. À partir de PK16 jusqu'à l'entrée chez Péry. Donc l'université doit avoir deux voies. Ils ont fait une voie. Ils ont abandonné la seconde. Non, ajoute. Chaque sens a deux voies. Et fois deux. Or, ils ont fait juste une lamelle. Une lamelle. Une lamelle, c'est-à-dire qu'ils prennent une seule voie. Une seule voie. Très bien. Alors, avançons. Sur la question maintenant de la sortie du timing du MINTP, je posais la question. Oui, justement. La campagne électorale. Non, justement. Toutes les sorties des ministres aujourd'hui, vous savez, nous sommes en période de pré-campagne. Oui. C'est normal que quand un ministre sort, même si il dit n'importe quoi, en réalité, l'objectif est de préparer l'opinion sur le travail fait par le gouvernement. Mais sauf que là, à ce niveau également, ils se plaignent parce que eux, maintenant, ils sont dans la posture, quand ils font des sorties, ils sont dans la posture de deux choses. Première chose, il doit d'abord faire le bilan. Et lorsque nous faisons l'exercice de ce bilan, nous nous rendons compte que ce bilan n'est pas très positif. C'est même plutôt catastrophique parce qu'on a des sentiments. Lorsqu'on voit par exemple la situation au niveau des infrastructures, parce que tout se passe comme si cette saison de pluie est venue mettre à nu les limites de leur travail. Parce qu'aujourd'hui à Douala, on a l'impression que toutes les routes sont totalement dégradées. Moi, je veux vous dire, ça je le dis la main sur le cœur. Lorsque j'ai quand même le privilège de voyager beaucoup dans ce pays, je constate que le seul point positif que personnellement je relève dans le travail du ministre des Travaux publics, c'est la route Yaoundé-Bafoussam. Cette route a été bien faite. Ça faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Et puis également, la seconde chose qui a à mettre à son actif, c'est la voirie au niveau de la ville de Bafoussam. Il faut reconnaître qu'à Bafoussam, quand même, il y a eu une nette amélioration au niveau de l'assainissement de la voirie. Pour toutes les autres villes, c'est la catastrophe. Donc on ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que le travail est positif, vraiment il faut applaudir. Non. Très bien, ça veut dire qu'il faut mettre ça dans le bilan du RDPC pour la campagne qui démarre. Alors, est-ce que c'est dans le même sillage que vous situez la récente sortie de Issa Toura Bakary, ce que la presse a appelé le brûlot au président de l'Assemblée nationale, cette lettre ouverte qui date du 2 septembre 2025. Je veux dire, est-ce que cela se situe toujours dans le sillage de la pré-campagne électorale ou bien de l'agitation, n'est-ce pas, qui anime l'espace politique en cette veille d'élection présidentielle d'octobre 2025? Non, mais écoutez, Duval, vous êtes un brillantissime journaliste d'investigation et vous comprenez cette situation. Comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'un acteur politique, surtout un candidat à l'élection présidentielle fait une sortie aujourd'hui, c'est pour préparer la campagne qui arrive, c'est pour planter le décor. Donc en réalité, tout ce qui se passe là, objectivement, c'est déjà la campagne qui a commencé. Donc de notre point de vue, ça ne nous surprend pas, c'est de bon ton. Mais je profite quand même de cette tribune pour le dire, parce que je ne sais pas si je vais encore reprendre la parole sur la question. Je pense quand même que tous les acteurs politiques aujourd'hui doivent comprendre qu'il y a des problèmes existentiels qui se posent dans ce pays. Et lorsqu'ils font des sorties, qui intègrent qu'il faut dire des choses qui intéressent les cas. Parce qu'il y a des questions aujourd'hui auxquelles il faut répondre. Parce que les Camerounais en sont préoccupés. Lorsque nous parlons des problèmes des et sur ce sujet, par exemple, lorsqu'on parcourt le compte rendu qui est fait par les journaux, si on prend le cas de Mutation, Mutation dit que parle du mémorandum de Issa Toura Bakary dans une lettre incendiaire adressée au président de l'Assemblée nationale. Le candidat du FSNC fustige les retards criards en matière de services sociaux de base
et la misère des populations du Septentrion. Bien sûr. Il révèle que Paul Biya n'a reçu aucune élite du Grand Nord depuis pratiquement 5 ans. Non, justement, ça corrobore ce que je suis en train de dire. Que, en fait, lorsqu'un acteur politique... Mais le fait maintenant d'adresser la lettre au président de l'Assemblée nationale et en listant, on va dire ça comment, toutes les personnalités originaires du Grand Nord qui occupent des fonctions importantes au sein de l'appareil de l'État, région extrême nord, Kawai Guidibri, Ayan Luc, Alamine Ousmane Bey, Ibrahim Tabamala, Manaouda Malachi, et les Pierre, Taïga, ministre de l'élevage des pêches et plus loin, Mouna Foutou, Yaouba Abdoulaye, Madou Mustafa, région du Nord, Sa Majesté. Alors, lorsqu'il les liste et il dit que la région de l'extrême nord ou le septentrion a abandonné, le message subliminal, c'est quoi? Non, le message subliminal, c'est de dire au président Kavaye Djibril que vous êtes la plus grosse élite politique, la troisième personnalité de la République, et vous occupez le perchoir depuis 33 ans. Ce monsieur président de l'Assemblée nationale depuis 1992. Ça fait 33 ans aujourd'hui. Quand vous êtes là, ça fait 33 ans, mais rien n'est fait dans votre région d'origine, ça pose un problème. Lorsque vous évoquez, par exemple, le problème des services sociaux de base, c'est une grosse incongruité que d'avoir la troisième personnalité à la République. Et dans sa région d'origine, les gens ont de la peine à trouver l'eau potable. Les gens ont de la peine à aller se soigner dans les hôpitaux. Je vois souvent vos reportages, je vois les reportages de d'autres chaînes de télévision. Lorsque vous voyez la situation globale qui prévaut dans cette région, tout le monde en est totalement surpris. Donc la vérité, c'est que je pense, de mon point de vue, je peux me tromper, mais c'est ma lecture à moi, j'ai le sentiment que le ministre Issa Chiroma Bakari a saisi le taureau par les cornes. Il a, comme on dit souvent, l'occasion faisant le larron, il a profité de cette occasion pour interpeller son grand frère, Kavaye Djibril, pour dire que, mais monsieur, vous êtes aux affaires depuis 33 ans. Votre région est totalement abandonnée. Cela veut dire que vous êtes en situation d'échec. Vous n'avez même plus à venir faire campagne ici. En fait, c'est un discours que moi j'ai compris. Alors, qu'est-ce qui retient votre attention dans toute cette agitation pré-campagne électorale, Maître Augustin Gueffak? Je rappelle qu'au-delà du brûlot, j'aime bien cette expression utilisée par la presse cette semaine pour qualifier cette lettre ouverte adressée au président de l'Assemblée nationale, une lettre adressée par Issa Chiroma Bakari au président de l'Assemblée nationale. Il y a aussi, on va le dire, l'agitation au sein du RDPC, avec notamment cette semaine une note qui donne des indications sur l'organisation de la campagne, sur le plan médiatique au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et une autre agitation en rapport avec les cadres du parti qui se mobilisent ça et là pour, on va dire, pour préparer le candidat Biya à être réélu au terme de cette campagne électorale. Mais il y a aussi cette sortie de l'ONU qui dénonce les restrictions de l'espace civique à l'approche de la présidentielle. Et quel est le thème qui a le plus retenu votre attention? Oui, Duval, le brûlot du ministre Issa Chiroma est venu à point, au moment indiqué. Souvenez-vous que nous sommes dans une république, dans une démocratie. Elle est constituée de 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif au Cameroun, il est confié au Grand Nord. Ce n'est pas moi qui le dis. Le RDPC a partitionné le pays par tribu, par ethnie. Alors, le ministre Chiroma, il dit donc à sa communauté, les freins à la démocratie dans notre communauté, c'est l'émiettement de la population. C'est l'émiettement de la population. 2 grandes têtes vont sauver cette zone, à condition que tout soit uni. Il fait sa part. Il s'agit de M. Bello Bouba et lui-même M. Issa Chiroma. Et respectueux des données, ils s'adressent à leur aîné. Écoutez et organisez. Ne dites pas que je n'avais pas dit ma part. Alors, il sait que M. Bello Bouba est en campagne. Il hésite pour la fusion. Or, dans ses rangs, il y a beaucoup de têtes qui sont pro-fusion, de sorte que le Grand Nord présente un seul candidat. Il sait que
Comme lui, il est allé saluer la population du Grand Nord. Tout le monde a vu. M. Bello Baba est venu, il est entré en campagne. Et lui, le PAN, il va venir avec assez d'émiettements qui viendront au nom du RDPC. C'est pourquoi il fait la liste de tout cela. Que je sais que vous viendrez en campagne. Ça ne nous rend pas service. Voici comment